Depuis toujours, les hommes ont été fascinés par les nombres et les mathématiciens se sont notamment amusés à les décomposer sous toutes les formes. En produits de nombres premiers, en somme de nombres premiers, en somme de carrés, etc. Concernant la somme de carrés, intuitivement on pourrait se dire que plus le nombre va être grand, plus le nombre de termes dans la somme sera grand aussi. Mais au IIIe siècle après Jésus-Christ, Diophante remarque quelque chose. Il remarque que tous les entiers positifs semblent pouvoir s'écrire comme somme d'au plus 4 carrés, mais il n'était alors pas capable de prouver cela. Puis le temps est passé et un autre amoureux des nombres s'est intéressé à ce problème, le mathématicien Fermat. Comme souvent, Fermat a affirmé avoir une preuve de cette conjecture, mais on n'a pas pu trouver quelconque démonstration dans ses écrits. Il a fallu en fait attendre Euler pour qu'une avancée considérable soit trouvée dans ce problème. En 1754, il montre que tous les entiers de la forme 4n plus 1 peuvent en effet s'écrire comme somme de plus 4 carrés. Puis Lagrange reprendra ses travaux et en 1770, il mettra un point final à ce théorème en montrant complètement que tous les entiers peuvent s'écrire comme somme de plus 4 carrés. Alors confrontons-nous, comme ces grands noms l'ont fait, à ce problème mathématique et voyons voir ensemble comment démontrer ce théorème des 4 carrés. Avant toute chose, rien que pour avoir l'idée d'une telle conjecture, il faut déjà essayer de décomposer les premiers entiers en somme de carrés. Bon, le début ça a l'air complètement stupide, on ne fait que prendre le carré le plus proche et on rajoute des 1 au carré. Pour le 8, plutôt que de rajouter des 1, on additionne 2 fois 2 au carré. Mais bon, ça a rien d'étonnant. On se contente d'appliquer la stratégie naïve de prendre à chaque fois le plus grand carré le plus proche de ce qu'il nous reste à obtenir. C'est à partir de 12 où pour la première fois il se passe quelque chose d'intéressant. On voit qu'avec la stratégie naïve, on peut écrire 12 comme somme de 4 carrés. Mais avec une meilleure stratégie, on peut écrire 12 comme étant 2 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré, et donc comme somme de 3 carrés. Bon, allons un peu plus vite et affichons la liste que j'ai faite pour les 80 premiers entiers. Je mets en surbrillance ceux pour lesquels il fallait une stratégie plus intelligente que la stratégie naïve. On voit que ça arrive quand même assez souvent. Mettons aussi en évidence les nombres qui se sont bien décomposés en somme de juste 2 carrés. Il y a évidemment les nombres qui suivent immédiatement un carré, mais on voit aussi qu'il y en a d'autres. Au premier abord, vous ne voyez peut-être rien de spécial. Mais quand on est obnubilé par les nombres premiers comme le sont les mathématiciens, on se rend compte qu'on en retrouve pas mal dans cette liste de nombres premiers. Pas tous, mais quand même beaucoup. Et en étant encore plus attentif, on se rend compte qu'on retrouve en fait tous les nombres premiers de la forme 4n plus 1, et aucun de la forme 4n plus 3. C'est très intéressant de voir que les nombres premiers jouent un rôle particulier, parce qu'on sait que c'est les briques élémentaires des nombres, qu'on peut décomposer chaque nombre en produit de nombres premiers. Et donc on peut espérer que si on monte le résultat pour eux, on pourra peut-être le déduire pour tous les nombres. Voici en fait la stratégie qu'on peut mettre en place. On va distinguer deux cas, les nombres premiers qui s'écrivent sous la forme 4n plus 1 et les nombres premiers qui s'écrivent sous la forme 4n plus 3. Pour ceux du premier type, on a l'espoir de pouvoir montrer qu'ils peuvent s'écrire seulement comme somme d'au plus 2 carrés. Et pour les autres, il faudra montrer qu'ils s'écrivent comme somme d'au plus 4 carrés. Et puis, il faudra évidemment montrer que de ces propriétés sur les nombres premiers, on pourra en déduire la propriété pour tous les nombres. D'ailleurs, on va commencer par regarder cette dernière étape, parce que c'est celle qui va nous assurer que vraiment on peut s'intéresser qu'aux nombres premiers. Supposons qu'on ait montré le résultat pour les nombres premiers. Comme dit précédemment, tout nombre s'écrit comme produit de nombres premiers. Pour en déduire le résultat pour tout entier, il suffit donc de montrer que si deux nombres s'écrivent comme somme de 4 carrés, alors leur produit s'écrit aussi comme somme de 4 carrés. C'est pas forcément nécessaire, mais pour commencer avec un peu plus simple, on va regarder si le produit de somme de 2 carrés est aussi une somme de 2 carrés. Ici, on commence par développer l'expression. Avec les termes x1y1 au carré et x2y2 au carré, on repère un début d'identité remarquable. Il n'y a juste pas le terme 2x1y1 x2y2 qu'il faut donc penser à retirer. Mais on voit que ce qui reste se factorise alors parfaitement en x1y2 moins x2y1 le tout au carré. On a donc réussi à montrer que le produit de somme de 2 carrés s'écrit aussi comme une somme de 2 carrés. Passons à ce qui nous intéresse vraiment, le produit de somme de 4 carrés. Bon, nous les mathématiciens, contrairement à ce que peut croire l'opinion publique, on n'aime pas les calculs. Heureusement, on a développé plein de techniques pour les simplifier, voire les éviter. Donc ici, plutôt que de se jeter tête baissée dans la complexité, comme on avait pu le faire par exemple dans la vidéo des ponts de l'air, on va essayer de deviner l'expression sans calcul. Ce qu'on veut, nous, à la fin, c'est obtenir une somme de 4 carrés.
Il faut donc deviner ce qu'on met ici dans les parenthèses. Déjà, première chose, il va falloir que toutes les combinaisons entre nos xi et nos yj apparaissent. Des combinaisons, il y en a 4 x 4, c'est-à-dire 16 combinaisons possibles. Il faudra donc 4 termes dans chaque parenthèse. Pour l'instant, je mets des plus entre ces termes, mais il faudra sans doute en transformer en moins pour que les termes en trop s'annulent. On veut que x1 n'intervienne qu'une fois par parenthèse, sinon ça va créer un déséquilibre. Pareil pour x2, x3 et x4, et il va falloir trouver où on met les yj avec eux. Si on regarde la relation qu'on avait obtenue pour 2 carrés, on se dit que x1, y1 avec x2, y2, x3, y3, x4, y4, c'est bien. On voit aussi avec notre exemple d'avant que x1, y2 était avec x2, y1, et donc on fait la même chose ici. Bon, pour x2, il nous reste à mettre y3 et y4, et on voit que pour 1 et 2, il y avait une sorte d'opposition. On va créer aussi une opposition avec 3 et 4. Dans la deuxième ligne, il ne nous manque plus que y3, y4 qu'on peut rajouter. Puis dans les deux dernières lignes, il nous faut rajouter y1, y2, et on va les ajouter de sorte à créer une jolie diagonale de y1. Bon, finalement, il ne nous reste plus qu'à transformer certains plus en moins. Ici, il va s'agir d'un jeu d'annulation qu'on peut trouver comme on l'a fait pour placer les yj, en utilisant des symétries, du tâtonnement, etc. Bon, comme c'était déjà un peu long, je vous fournis ici le résultat, j'espère que vous me croirez que je ne l'ai pas obtenu par magie. On a donc deviné l'expression, il est bien sûr maintenant possible, si on le souhaite, de la vérifier en développant les deux côtés et en s'assurant que les développements sont égaux. Bref, on a donc montré qu'un produit de somme de 4 carrés, c'est aussi une somme de 4 carrés. Cette égalité qu'on a montrée, elle s'appelle l'identité des 4 carrés de l'aire. Conclusion, il suffit de s'intéresser au nombre premier pour déduire le résultat pour tous les entiers. Si on revient à notre plan, on a donc montré la dernière étape. Il nous reste 2 étapes à montrer. On va d'abord s'intéresser au nombre premier de la forme 4n plus 1. Quelque chose de tout à fait étonnant dans cette conjecture qu'un nombre premier de la forme 4n plus 1 puisse s'écrire comme somme de 2 carrés, c'est qu'il y a pourtant très peu de carrés. Si je prends par exemple le nombre premier 113, ça paraît miraculeux que, comme par hasard, avec le peu de nombres dont on dispose, 113 est égal à 8 au carré plus 7 au carré. C'est ça qui rend si difficile ce problème. Si on avait plus de choix de nombres, ce serait sans doute plus simple. Il y a donc 2 questions qui me viennent en tête. Qu'est-ce qu'ont de particulier les nombres premiers, et notamment ceux de la forme 4n plus 1 ? Et y a-t-il un monde où il y aurait plus de carrés, donc plus de choix, ce qui rendrait le problème plus simple ? La recherche d'une réponse commune à ces 2 questions est en fait l'idée clé de la preuve du théorème. Suivant votre expérience en arithmétique, la réponse à cette question pourra vous sembler magique, mais elle est en fait très logique. La réponse, c'est l'ensemble Z sur PZ, que j'appellerai ici simplement ZP. Cet ensemble, ce monde, c'est celui des horloges numérotées de 1 à P. Et dans ce monde, lorsque vous dépassez P, vous refaites un tour et vous repartez donc de 1. Cela entraîne qu'il y a plus de carrés dans ce monde. En effet, prenons l'exemple de Z13. En temps normal, le nombre 3, c'est pas un carré. Mais dans Z13, si vous calculez 4 au carré, ça fait 16, ce qui est la même chose que 3 dans cette horloge. Ainsi, 3 égale 4 au carré, et 3 est donc un carré. De plus, ZP, quand P est premier, possède la propriété d'être un corps. Ça veut dire en particulier que les éléments ont un inverse pour la multiplication, et ça implique qu'en calculant des carrés, on retombe très souvent sur des nombres différents, ce qui n'est pas le cas en général. Si vous prenez par exemple l'horloge classique Z12, vous pouvez voir que 2 au carré, c'est aussi 4 au carré, c'est 8 au carré, c'est 10 au carré. On retombe souvent sur le même nombre. Revenons un peu à notre plan. On va rajouter en fait une sous-étape dedans. On va d'abord s'intéresser à la somme de carrés dans ZP, et on espère ensuite pouvoir le déduire pour la somme de carrés dans le monde normal. Commençons par justifier rigoureusement que ZP a beaucoup de carrés. On a dit que ce qui pouvait empêcher cela, c'était de trop retomber sur le même nombre, comme c'était le cas avec Z12. Pour savoir quand cela peut arriver, il s'agit de savoir quand est-ce que 2 carrés peuvent être égaux, c'est-à-dire qu'on a besoin de résoudre l'équation A carré égale B carré. Le terme P entre crochets que j'écris, ça signifie qu'on se place dans ZP. Cette équation, elle équivaut à A moins B fois A plus B égale à 0. Puisque P est premier, on a dit que ZP était un corps. Et comme c'est un corps, on peut en déduire que ça équivaut à A moins B égale 0 ou A plus B égale 0. Et faites bien attention, c'est pas toujours vrai si P n'est pas premier. Un produit qui vaut 0 ne signifie pas forcément que les deux nombres valent 0. Prenez par exemple 3 fois 4 dans Z12. Mais bon, ici on est dans ZP, donc ça marche, et on peut donc en déduire que ça équivaut à A égale B ou A égale moins B.
Autrement dit, la seule façon que deux carrés soient égaux, c'est donc que les nombres soient opposés. Les carrés dans ZP, c'est donc 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, et ceci jusqu'à p-1 sur 2 au carré. Il y en a donc p plus 1 sur 2. Jusqu'à présent, ce qu'on a dit était valable pour tous les nombres premiers et pas juste ceux de la forme 4n plus 1. Alors qu'ont-ils de spécial finalement ces nombres premiers de la forme 4n plus 1 ? Pour comprendre, comparons par exemple les carrés dans Z11 avec ceux de Z13. Est-ce que vous remarquez quelque chose ? Si ce n'est pas encore clair, comparons aussi les carrés de Z17 avec ceux de Z19. 13 et 17 sont ceux de la forme 4n plus 1. Faites pause pour réfléchir. Ce qu'on peut voir, c'est que pour 13 et 17, autrement dit pour les nombres premiers de la forme 4n plus 1, lorsqu'un nombre a est un carré, alors moins a est aussi un carré. En fait, c'est du coup super simple d'écrire P comme somme de deux carrés dans ce monde. Par exemple, pour 13, on peut l'écrire 13 égale à 1 au carré plus 5 au carré. 17, on peut l'écrire comme étant 6 au carré plus 7 au carré. Et en fait, sachant que 1 sera toujours égal à 1 au carré, peu importe dans quel ZP on est, si on arrive à montrer que moins 1 est un carré pour les P de la forme 4n plus 1, alors on a gagné. En effet, on pourra alors écrire P égale 0 égale 1 au carré plus x au carré, avec le x qui vérifie x carré égale moins 1. Voici donc notre objectif, montrer que moins 1 est un carré dans ZP pour P égale 4n plus 1 premier. Soit P égale 4n plus 1 un nombre premier. On cherche à résoudre, ou plutôt on cherche à montrer l'existence d'une solution pour l'équation x carré égale à moins 1. Sachant qu'on est dans un corps, pour trouver x, on peut multiplier par l'inverse. Cela donne x égale moins x moins 1. Bon, très bien, mais comment on avance maintenant ? Récapitulons ce que l'on sait sur les carrés. On a vu qu'il y en a p plus 1 sur 2. Et on sait plus précisément que chacun de ces carrés est atteint exactement 2 fois en mettant au carré un certain nombre et en mettant au carré l'opposé de ce nombre. D'ailleurs, on ne l'a pas particulièrement souligné tout à l'heure, mais notez que si P est un nombre premier différent de 2, alors un nombre non nul et son opposé sont bien deux nombres différents, car l'équation x égale moins x admet seulement 0 pour solution. Supposons par l'absurde que l'équation x carré égale moins 1 n'ait pas de solution. On voit que ça entraîne qu'un nombre et l'opposé de son inverse sont aussi deux nombres différents. X est différent de moins son inverse. Et qu'en est-il d'un nombre et de son inverse ? Est-ce qu'ils sont différents ? Si on regarde l'équation x égale à son inverse, on voit qu'elle équivaut à dire que x carré égale 1, et ça on sait que ça a que deux solutions, x égale 1 ou x égale moins 1. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'un nombre et son inverse sont aussi toujours différents, sauf pour 1 et moins 1, et aussi pour 0 évidemment qui n'a pas d'inverse. Donc en fait, sauf pour ces trois nombres, à chaque fois qu'on a un nombre et son opposé, on a aussi quelque part l'inverse de ce nombre et l'opposé de l'inverse qui forment un paquet distinct. Finalement, dans tout cet ensemble ne comprenant pas 0, moins 1 et 1, on peut regrouper les nombres par 4. Autrement dit, 4 divise le nombre d'éléments de cet ensemble. Et combien il a d'éléments cet ensemble ? On sait qu'au total, on a P éléments dans ZP. Le 0, le moins 1 et le 1 n'étant pas dans cet ensemble, ça veut dire que cet ensemble contient P-3 éléments. Mais ça veut dire que 4 divise P-3. Et ça contredit le fait que P est de la forme 4n plus 1. On aboutit à une absurdité, donc en fait quand on a fait l'hypothèse que l'équation x carré égale moins 1 n'admettait pas de solution, c'était faux, c'était pas bon. Il existe donc bien une solution, et ça veut dire que moins 1 est bien un carré dans Z sur PZ quand P est de la forme 4n plus 1. Revenons à notre plan. Maintenant qu'on sait que moins 1 est un carré dans ZP pour P égale 4n plus 1 premier, je rappelle que c'est facile d'écrire P comme somme de deux carrés, il suffit d'écrire P égale 1 au carré plus x au carré avec x carré égale moins 1. Donc on a validé la sous-étape dans le monde de ZP. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le monde des entiers, le monde normal. Alors voyons voir comment transférer cette propriété qu'on a montrée sur ZP aux entiers. On se place toujours dans le cas où P est de la forme 4n plus 1. On sait alors que dans ZP, on peut écrire P comme somme de deux carrés. C'est-à-dire P égale A carré plus B carré avec A et B différents de 0. Dans le monde des entiers, cela signifie que A carré plus B carré est divisible par P.
Autrement dit qu'il existe un M strictement positif, tel que MP égale à A carré plus B carré. Nous, ce qu'on aimerait alors, c'est montrer que M égale 1. Bon, ça a peu de chances d'être vrai si on a pris A et B quelconque, car n'oublions pas que A et B sortent du monde de ZP et peuvent donc être très grands. Par exemple, on a 13 égale 3 au carré plus 2 au carré dans Z13, mais on a aussi 13 qui est égal à 133 au carré plus 132 au carré. Et rien ne nous dit qu'on n'a pas choisi ici A égale 133 et B égale 132. Bon, pour résoudre cela, il suffit juste de préciser qu'on prend les plus petits représentants positifs de A et B dans ZP. Autrement dit, on prend A et B compris entre 0 et P sur 2. Dans ces conditions, on peut maintenant espérer montrer que M égale 1. Déjà, avec ce qu'on sait maintenant sur A et B, on peut majorer M. On peut majorer MP par P sur 2 au carré plus P sur 2 au carré, donc par P carré sur 2, et ça entraîne en particulier que M est strictement inférieur à P. Très bien, mais pourquoi M ne pourrait pas être strictement supérieur à 1 ? Bon, supposons par l'absurde que ce soit le cas. On se retrouve à devoir montrer que c'est impossible, c'est-à-dire qu'on doit montrer que cette équation polynomiale, elle peut pas avoir de solution entière positive. Ça vous dit pas quelque chose, ça ? Est-ce que vous avez vu ma dernière vidéo sur les 3 raisonnements mathématiques qu'on n'apprend pas à l'école ? Si oui, est-ce que maintenant que j'ai dit ça, ça vous rappelle quelque chose ? Et oui, on a vu une technique pour ce genre de problème, le principe de la descente infinie. Si on suppose qu'il y a une solution et qu'on arrive à en construire une strictement plus petite, alors on aura un problème. Donc comment faire ici pour en construire une plus petite ? Tout à l'heure, on a déjà minimisé le choix de A et B par rapport à la divisibilité de A au carré plus B au carré par P. Servons-nous maintenant du fait que A au carré plus B au carré soit divisible par M. Cela signifie qu'il existe un R positif tel que Rm égale A1 carré plus B1 carré, avec A1, B1 étant les plus petits représentants positifs de AB dans Zm. Ici, j'ai bien dit R positif et pas forcément strictement positif, parce que a priori, A1 et B1 peuvent être égales à 0. Mais en fait, non, ça peut pas arriver, parce que si c'est le cas, ça veut dire que M divise A et M divise B, donc que M carré divise A carré plus B carré qui est égal à MP, et donc on en déduit que M divise P. Or comme P est premier, ça entraîne que M égale 1, et ça contredit notre hypothèse, donc forcément R est strictement positif. Puisque A1 et B1 sont inférieurs à M sur 2, on sait aussi comme tout à l'heure que ça entraîne que R est strictement inférieur à M. Et cette stricte inégalité, elle est importante, car maintenant, si on arrive à montrer que RP est somme de 2 carrés, alors c'est gagné. C'est gagné car on pourra répéter ce processus strictement décroissant, et par le principe de la descente infinie, c'est absolument impossible. Bon, essayons donc d'exprimer le produit RP. Pour le faire apparaître, on multiplie les deux expressions qu'on a, ça nous donne RP fois M carré égale à A au carré plus B au carré fois A1 au carré plus B1 au carré. À droite, ce qu'on aimerait, c'est une somme de carrés. Mais souvenez-vous, au tout début de cette vidéo, on a fait ça. On a montré une identité qui transforme un produit de somme de 2 carrés en une somme de 2 carrés. On peut appliquer la formule ici, ce qui nous donne l'expression suivante. Et en divisant par M carré, on obtient la formule suivante. Pour pouvoir conclure, il faut vérifier que les nombres qu'on met au carré, c'est bien des entiers. Je vous laisse vérifier ça en vous servant du fait que A égale à A1 modulo M et B égale à B1 modulo M. Finalement, avec ce qu'on a dit précédemment, ça permet de conclure que M égale 1 et donc que P est bien une somme de 2 carrés dans le monde normal des entiers. Revenons à notre plan. On a validé toutes les étapes pour les nombres premiers de la forme 4n plus 1. Il nous reste donc juste les 2 étapes pour les premiers de la forme 4n plus 3 à valider. On peut espérer que le raisonnement soit assez similaire pour ces 2 étapes. Alors allons-y, regardons déjà dans ZP pour les nombres premiers de la forme 4n plus 3. On se place donc maintenant dans le cas où P est de la forme 4n plus 3. En fait, on a vu tout à l'heure beaucoup de propriétés sur les carrés de ZP qui étaient valides aussi pour P égale 4n plus 3. On a vu notamment le fait que ZP possède P plus 1 sur 2 carrés. Et quand on y réfléchit, vu que ZP a P éléments, ça fait beaucoup de carrés, ça fait un bon ratio. En fait, ça nous dit que un peu plus de la moitié des éléments sont des carrés. On se dit que si on a le droit de faire une somme de 4 de ces carrés, on devrait bien réussir à obtenir tous les éléments de ZP. Mais comment le justifier ? Regardons par exemple l'ensemble qu'on obtient en décalant tous les carrés de 1.
Je vais noter S l'ensemble des carrés, et 1 plus S, du coup, ça correspond à l'ensemble des carrés décalés de 1. En fait, ces deux ensembles, ils sont très grands. Les deux ont un cardinal strictement supérieur à P sur 2. Vu que ce cardinal est strictement supérieur à P sur 2, ça signifie forcément que ces deux ensembles s'intersectent, c'est-à-dire qu'ils ont un élément en commun. Notons-le A. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce A? Puisqu'il appartient à S, on peut l'écrire comme étant un carré, par exemple x1 au carré. Et il appartient aussi à 1 plus S, donc il peut s'écrire comme 1 plus x2 au carré pour un certain x2 dans ZP. Et en fait, en manipulant ces deux égalités, ça montre que 1 égale x1 carré moins x2 carré. Et là, en fait, on se rend compte qu'en jouant mieux avec ce décalage de S, on peut sans doute montrer que moins 1 est somme de 2 carrés dans ZP. En effet, en considérant l'ensemble S et l'ensemble moins 1 moins S, et en faisant le même raisonnement, on trouve que ces deux ensembles ont un élément en commun, et en écrivant ce que ça veut dire, on se rend compte qu'en effet, moins 1 peut s'écrire comme x1 carré plus x2 carré pour certains x1, x2 dans ZP. Maintenant qu'on sait que moins 1 est une somme de carrés, c'est facile, c'est comme tout à l'heure, on peut écrire P comme étant 1 au carré plus x1 au carré plus x2 au carré. Donc P est somme de 3 carrés dans ZP. Et notez bien qu'on a montré que P est somme de 3 carrés dans ZP, ce qui est a priori mieux que 4. Mais le problème en fait, c'est qu'avec 3 carrés, il n'existe pas une identité comme celle des 4 carrés d'Euler. Et donc on ne pourra pas en déduire le résultat de 3 carrés dans le monde normal des entiers. Voilà, on a donc montré que tout nombre premier de la forme 4n plus 3 peut s'écrire comme somme de 3 carrés dans ZP et donc en particulier de 4 carrés. Il ne reste maintenant plus qu'une dernière étape, montrer que là aussi on peut déduire la propriété dans le monde normal des entiers n. Si vous avez bien compris ce qu'on a fait lorsqu'on était à cette étape pour les nombres premiers de la forme 4n plus 1, vous serez sans doute tenté de dire qu'ici on fait le même raisonnement, sauf qu'à la fin, à la place d'utiliser l'identité qui transforme le produit d'une somme de 2 carrés en somme de 2 carrés, on utilise l'identité des 4 carrés d'Euler. Et vous avez presque complètement raison. Le presque vient du fait qu'il y a un petit argument, un moment qui ne fonctionne plus très bien. Saurez-vous trouver le problème dans ce raisonnement adapté à 4 carrés? En fait, ce qui pose problème ici, c'est la phrase même raisonnement qu'avant pour montrer que R est strictement inférieur à M. En effet, tout à l'heure, ça ne posait pas de problème parce que pour la borne de MP qu'on réutilise, on avait un 2 à la place d'un 4. Et donc même avec une inégalité large sur MP, on pouvait en déduire l'inégalité stricte, M strictement inférieur à P. Mais ici, pour obtenir l'inégalité stricte, on se sert vraiment du fait qu'on peut choisir A, B, C, D strictement inférieur à P sur 2, et ça c'est parce que P est impair. Mais on ne peut pas appliquer exactement le même raisonnement pour M. On ne peut pas choisir forcément A1, B1, C1, D1 strictement inférieur à M sur 2, parce que M pourrait être pair et A1 ou B1 ou C1 ou D1 pourrait être pile égal à M sur 2. Il faut donc ici distinguer deux cas, M impair et M pair. Pour M impair, le même raisonnement marche en effet, mais pour M pair, il faut trouver un argument supplémentaire que je laisse le viewer intéressé chercher. Et voilà, on est arrivé au bout de ce long cheminement, et on a donc réussi à montrer que tous les entiers peuvent s'écrire comme somme d'au plus 4 carrés d'entiers. Ainsi se termine la preuve de ce beau théorème. Une preuve longue et complexe, mais je l'aime bien parce qu'elle montre bien qu'une preuve d'un grand théorème se construit étape par étape. On peut en fait se poser plein de questions autour de ce théorème. On a déjà pu entrevoir que la structure des carrés dans ZP était assez particulière. Et en fait, des mathématiciens tels que Gauss l'ont étudié davantage et ont montré par exemple à ce sujet la loi de réciprocité quadratique, qui est maintenant l'un des théorèmes qui possède le plus de démonstrations aujourd'hui. Une autre question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce qu'on a un résultat similaire pour une somme de cubes et plus généralement une somme d'entiers à la puissance n? En fait, si on regarde la preuve que j'ai présentée ici, elle se base vraiment sur le fait qu'on travaille avec des carrés et c'est très dur de voir comment la généraliser. En fait, personne n'a vraiment réussi à faire ça. Néanmoins, au début du XXe siècle, des mathématiciens ont trouvé un nouveau point de vue pour aborder la question. Ça utilise de façon assez fascinante des outils d'analyse tels que la transformée de Fourier.
C'est un sujet évidemment super intéressant, mais je garde ça pour une autre vidéo. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, je vous mets dans la description plusieurs sources qui permettent d'aller plus loin. Vous retrouverez notamment les notes de Ben Green qui était d'ailleurs mon professeur d'Oxford. Et je le remercie car il m'a enseigné ce théorème et sa preuve, et donc cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour si je n'avais pas eu ce cours. Voilà, sur ce, n'oubliez pas le petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye!